amis téléspectateurs, et bienvenue dans le seul magazine télé, la seule émission télé qui revient sur 50 ans et plus de pop et de geek culture. Avant de vous présenter cette thématique un peu spéciale, vous le savez maintenant, on le fait une fois par an. Et avant de vous présenter notre invité, celui qui va subir nos vannes pourries pendant près d'une heure, je vous introduis de manière délicate notre équipe de chroniqueurs fous. Il s'est fait tatouer le nom d'une célèbre marque de jeux vidéo au creux de la main, Nicolas Augusto. Et il s'est fait tatouer l'intégralité des articles qu'il écrit dans cet excellent magazine, un peu de promo Metaluna, sur le dos et un peu sur les fesses, Rurik Salé. Il ne s'est pas fait tatouer du tout parce que, selon lui, je le cite, ça fait bobo et ça picote. Laurent Kessy, notre expert BD roman. Bon, allez, je vais vous présenter notre invité. David, rejoins-moi. David Hallyday va passer une heure avec nous. Avec David, on va faire un gros retour sur toute ta geek et pop culture. Ouais. Ça fait, je le disais, un peu plus d'un an qu'on me dit « Invite David Hallyday dans l'émission » parce que c'est un gros joueur, c'est un dingue de cinéma d'horreur. Donc on va voir ça, tout ça ensemble tout à l'heure. En attendant, je reprends mes esprits. Je suis troublé. Trop de talent sur cette marche. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez un nouveau cosplay disséqué par la délicieuse Yumi. Rurik, quant à lui, nous replonge dans le jeu vidéo Double Dragon. Vous retrouverez également une interview du créateur du jeu juste après. Sébastien Lacheret et son dictionnaire. Retour sur le film à micro-budget primeur. RL vous enseignera quelques bonnes manières à connaître quand on se rend au Japon. La bande à Picsou étudiée à la loupe par la team du joueur du grenier. La série Lost comprimée en 6 minutes par Nicolas. David, comme je le disais, je suis ravi de t'accueillir en plateau. Voilà la bande de grands malades, effectivement, qui va essayer de te convaincre en moins de 6 minutes. Attention, à la fin de l'émission, tu devras voter pour celui qui t'a le plus convaincu avec sa chronique. Peut-être qu'il va te faire découvrir ou redécouvrir quelque chose. Une émission un peu particulière, je le disais, et je te le dis à toi aussi, derrière ton écran, à ma mamie aussi. Cette émission est une spéciale tournante, on le fait une fois par an, c'est-à-dire que les chroniqueurs vont sortir de leur genre de prédilection, je vais y arriver. Une fois par an. Et voilà, c'est une tournante respectable. On lance des choses assez jolies quand même. C'est-à-dire que Rurik nous parlera un petit peu plus tard de jeux vidéo. Une fois n'est pas coutume. Nico de Lost et mon gars, tu vas te fighter avec Laurent Kessy. Je m'en branle, il est à ma gauche, je lui mets une tarte, il est dans le mur. Et Laurent nous parlera cinéma. Je vais un petit peu, David Hallyday, je vais un petit peu vous le présenter, mais ça serait presque offusquant, les amis. Tu grandis entre la France et les États-Unis, tu vas composer, chanter et jouer aussi la comédie, ça on ne le sait pas, dans un film qui s'appelait Is My Girl. Ouais. Où tu étais second rôle. Oui. Donc on verra un petit peu plus tard si jouer la comédie c'est quelque chose qui... voilà, pourquoi t'as bifurqué, est-ce que tu y reviendras un jour et tout ça. On le disait tout à l'heure, gros joueur de Call of Duty notamment. T'étais je ne sais pas, oui. à la Paris Games Week cette année. Ouais, c'était énorme. Hyper rapidement, tu as une carrière solo, tu joues dans des groupes, tu composes pour tes parents. Et notamment, tu fais aussi du doublage pour Disney. Et tu es cousin avec Michael Vartan, qu'on a vu dans la série Alias. Ouais. Autant dire que tu es le bienvenu dans cette émission. Ouais, c'est gentil. Bon, on attaque tout de suite dans le cœur du sujet avec justement Rurik qui va nous parler jeux vidéo. Oui, alors ça une fois n'est pas coutume parce que je suis plus très jeu vidéo à part des GTA, des Max Payne par-ci par-là qui m'ont vraiment fait délirer. Mais quand j'étais petit, que j'avais des cheveux très longs, mais genre tous les cheveux additionnés c'était que dalle. J'allais dans les salles d'arcade à fond à tel point que j'ai même acheté 2 bornes d'arcade que j'ai maintenant, mais ça vaut rien, 280 €, gros truc comme ça. Et donc je suis tombé, j'ai écumé les salles d'arcade, c'était gauche-droite, je saute, je tire, c'était mortel. Rastan, Vigilante, même Vigilante c'est peut-être un peu plus vieux, tous ces jeux-là. Et je me souviens du jour, pour l'avoir vraiment vécu, où dans une salle d'arcade où les gens fumaient, c'était encore à une autre époque, tout d'un coup, t'entendais plus des... T'entendais... Et je te jure, c'était une révolution. Tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et t'avais genre... L'événement, tu le voyais parce que t'avais un attroupement de personnes autour d'un mec qui jouait. Et là, tu voyais même pas. Et tu poussais vaguement les gens. Et tu voyais des gens... Des espèces de sprites avancer comme ça, donner des coups de genoux, taper sur des meufs, se faire balancer des bidons dans la gueule, avancer comme ça dans le décor. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et franchement, il y a eu un avant et un après Double Dragon, vraiment. Double Dragon, on va regarder quelques images.
Alors ça paraît con parce que bon, même la musique c'était c'était un thème, c'est devenu un hit. Ouais. Et t'avais ce déplacement permanent, c'était plus gauche-droite, saut machin, c'était toute une aventure. Tu pouvais jouer à deux, tu pouvais taper ton pote. Enfin, tu pouvais faire n'importe quoi en fait. Ah oui, c'est vrai que quand tu pouvais le niquer toi-même sans faire exprès. Et d'ailleurs, à la fin, je sais plus si c'est du 1 et du 2, parce que tu te battais pour récupérer une fille. Ouais. Et une fois que tu avais tué les méchants, bah il y avait ton pote quoi. Qui sait qu'allait se faire la meuf et il fallait se battre contre ton pote. Donc jusqu'au bout, c'était fou. Ouais. Et c'était vraiment une putain de révolution qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Mais c'est vraiment en fait, à l'époque, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est que Kishimoto, le créateur de Double Dragon, il a eu une sorte de vision. C'était, comme tu dis, un avant-gardiste quelque part, parce que dans les bornes d'arcade, à l'époque, il y avait principalement que des shoots, des vaisseaux ou ce genre de choses. Et il a réussi à ramener ça à ce qu'on appelle le beat'em all aujourd'hui. Et il est vraiment le précurseur du beat'em all. Ce sont des personnages qui défoncent la gueule des autres. Bah, il y a des vrais fanatiques de jeux d'arcade old school, quoi. Moi, j'ai des potes, ils ne jouent qu'à ça. Donc on s'entend pas du tout, parce qu'on peut pas jouer ensemble, parce que c'est un refus total de jouer. Toi, t'as laissé un peu les bornes d'arcade de côté? Ouais, t'es plus... Ouais, Donkey Kong, ça fait un moment que j'ai pas joué. Mais c'était sympa. En fait, j'adorais Donkey Kong. Non, mais non, je joue plus trop à ce genre de jeu, ouais. Mais c'est vrai qu'ils font des rééditions de consoles. Des émulateurs. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et pour la petite anecdote, il est ressorti une réédition de Double Dragon Neo sur PlayStation Store et Xbox Live d'une façon revisitée et plutôt cool, avec toutes les musiques qui ont été réinterprétées, réorchestrées, et c'est plutôt fun. Voilà. Et il y avait aussi un truc, c'était qu'il y avait, je crois me souvenir qu'il y avait soit 2 boutons, soit 3, mais en tout cas il y avait des combinaisons. Ouais. T'avais, fallait appuyer sur les 2, sur machin, ça commençait à devenir compliqué. Passer de 2 à 3 boutons, c'était l'enfer. Mais je me souviens. On n'a pas l'habitude, mais comment on va faire? Et comment on a 17 ans, tu m'étonnes. Et il faut quand même, on peut pas terminer cette rubrique sans parler d'un chef-d'œuvre, l'adaptation cinéma de Double Dragon. Oh Rurik, tu m'as vendu du rêve. Tu vois que tout le monde l'a vu. Parce que là, il y avait quand même Marc Dacascos, qui est un artiste martial incroyable, qui joue dans le Pacte des loups, notamment, celui qui parle jamais ou très peu, qui a les cheveux longs. Crying Freeman. Il y avait un autre mec qui savait pas se battre, d'ailleurs il se bat très mal dans le film, et c'est vraiment... Et Alyssa Milano, qui vient du machin là... Charmed. Non mais Charmed et avant Madame est servie. C'était plus l'époque, tu vois. Ouais. Et c'est mais de la merde, mon pote. Alors un truc de ouf. Et le méchant c'est Robert Patrick, Terminator 2. Non mais lui c'est pas de la merde. Il est super. C'est un beau gosse, mais gâchis total quoi. On va le laisser de côté pour replonger dans la petite boutique de Yumi. Vous en faites ce que vous voulez. Bon allez Yumi, son cosplayer disséqué, on se retrouve juste après. Salut à tous, aujourd'hui 4 indices pour deviner mon invité du jour. Indice numéro 1, c'est un combattant. Indice numéro 2, il ne porte pas beaucoup d'armure. Indice numéro 3, il provient d'un jeu vidéo. Indice numéro 4, il se bat avec un nunchaku. Vous avez quelques instants pour réfléchir. Il est temps pour moi d'accueillir mon invité du jour. Bonjour. Salut Yumi. Pour l'instant, t'es en civil, comment est-ce que je dois t'appeler? Tu peux m'appeler Stéphane, ça ira. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vais bientôt reprendre mes études dans le graphisme. Je pense que maintenant, il est temps de découvrir son identité secrète. Donc, déjà, tu viens de parler un peu de ton cosplay. Pourquoi Maxi? C'est un personnage que je trouve assez classe. Et puis principalement pour le fait qu'il fasse du nunchaku et que j'adore le nunchaku et que j'en fais aussi un peu à côté. T'es parti d'un patron ou pas du tout? Généralement j'utilise pas de patron, mais si je devais refaire ce costume-là, j'en utiliserais un pour qu'il soit éventuellement plus ajusté. Par exemple, tes épaulettes, tu les as fait comment? Alors j'ai un peu galéré vu que c'était ma toute première fois. J'ai fait les épaulettes avec de la mousse expansive. Donc j'ai fait des gros blocs de mousse expansive que j'ai taillé après au cutter. On met de la peinture pour toiture par-dessus avec de l'acrylique et puis après on commence à peindre. Voilà. Après, il y a les jambières aussi que tu as fait. Pour les jambes, c'est le même procédé pour les têtes. Et après, au niveau des tibias, c'est de la craie à mousse. Voilà, j'ai utilisé la craie à mousse. Alors pourquoi la craie à mousse et pas le tapis de sol? Parce que c'est plus fin. J'avais besoin vraiment de quelque chose de souple parce que je voulais pas mettre de scratch ou de grosses fermetures ou m'enquiquiner avec un gros truc épais qui me tiendrait encore plus chaud.
Du coup, j'ai pris de la craie à mousse et du tapis de sol en 10 fois plus fin. Les brassards, après, c'est du simili-cuir? Ça, c'est du simili-cuir que j'ai peint avec de la peinture pour tissu par-dessus. Avec de la ceinture. Là, il y a de la petite cordelette. D'ailleurs, ça commence un peu à partir en lambeaux. Il y a du biais ici. Et puis la veste est doublée. Après, t'as un nunchaku, donc t'en fais toi-même. Est-ce que t'as pris un vrai nunchaku ou est-ce que tu t'en as fait un? Non, c'est un vrai nunchaku en bois que j'ai custom tout simplement. Et sinon, pourquoi tu fais du cosplay? Depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai toujours aimé le théâtre, incarner un autre personnage. C'est surtout le côté play, jouer sur scène, tout ça, j'adore, voilà. Okay. Et t'as un conseil à donner aux gens qui veulent se mettre au cosplay? Qu'ils fassent d'abord quelque chose qui leur plaît avant de commencer à faire un costume trop compliqué, on va dire, pour les capacités qu'on n'a pas forcément au début. Je pense qu'il est temps de passer à l'astuce du cosplayer. Donc pour ton astuce, tu vas nous expliquer un peu ton art? Oui, donc c'est une arme que j'ai fait pour un personnage d'un MMORPG, d'un nouveau MMORPG qui s'appelle Dragon's Prophet. Tout d'abord, on essaye d'imprimer, si on a des logiciels de Photoshop ou trucs comme ça, on imprime les patrons directement en grande échelle. Donc la deuxième étape, ça va être les découpes. Donc on prend la plaque de polystyrène extrudée, on pose le patron directement sur la plaque de polystyrène extrudée et on fait les découpes au cutter. Une fois que chacune des pièces sont découpées sur le polystyrène extrudé, on les ponce, chacune d'entre elles. Après, donc là, on a les papiers journaux. Les papiers journaux, ça va nous servir de quoi? Ça va nous faire des petites coques en fait. Ça va renforcer le polystyrène extrudé en faisant des petites coques dures grâce aux papiers journaux et à la colle à papier peint qu'on a ici. On reponce encore une fois pour que tout soit lisse. Une fois que tout est lisse, on va passer une petite couche de peinture pour toiture. Une fois qu'on a passé toute la couche de peinture et que tout est nickel et qu'on est satisfait, on peut passer une couche de vernis, donc vernis mat ou vernis brillant, ça dépend du rendu qu'on veut donner. Ensuite, la dernière étape pour tout l'ensemble de l'arme, j'ai passé une grosse couche de résine liquide, donc c'est ce qui m'a coûté un peu plus cher. Ça, c'est vraiment pour se faire plaisir et pour solidifier le tout, j'ai mis de la résine parce que j'avais peur en fait que le manche il lâche sur ces parties-là. Pour Maxi, c'est 30 heures de travail, 1 mètre de cordelette, 4 mètres et demi de tissu et un nunchaku. Coupé! On continue avec un nouvel épisode de l'excellent Geektionnaire. Le Geektionnaire, David, tu ne sais pas ce que c'est? Non. C'est un jeu de mots pourri que j'ai inventé tout seul et que Seb Lacheret s'est approprié puisque à chaque émission, en fait, il va prendre un terme geek et il va nous l'expliquer, une définition en moins de 2 minutes. Allez, c'est parti. Tire du pimpon et bienvenue dans ce Geektionnaire sur la série Z. Branche moisie du cinéma bis, la série Z est un genre cinématographique décalé, la plupart du temps involontairement, par manque de temps, de moyens ou de goût. Le terme série Z est une déclinaison humoristique du terme série B, qui désignait les films de seconde zone, pas nécessairement mauvais mais tournés avec moins de moyens et avec des acteurs moins connus. De 1930 à 1970, pour rentabiliser l'exploitation des films en salle, vient le système des double features, 2 films pour le prix d'un. Le plus long avec plus de thunes était appelé film A, le plus court avec moins de thunes était appelé film B. De là viendrait donc le terme série B. Une explication alternative serait que ces films de deuxième zone étaient tournés à Hollywood dans le bloc B. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Bref, la série Z est une sous-série B, c'est-à-dire une belle bousasse. Bousasse, mais pas inintéressante. Un bon gros nanar de temps en temps, c'est distrayant, c'est rafraîchissant. Il se peut même qu'à défaut de thunes, un réalisateur de série Z déploie des litres d'inventivité. Bon, pas toujours de bon goût. Un maître en la matière, Ed Wood, cinéaste fauché au goût plus que douteux, qui réalisa de délicieux nanars tels que Plan 9 from Outer Space et ses fameuses soucoupes volantes en alu, ou en enjoliveur de bagnole, Dixit David Fressino. Généralement, les termes de prédilection du nanar sont l'horreur, la SF et l'érotique, même si le drame et la comédie ne sont pas toujours épargnés. Cette dernière fut même excellemment bien maculée par les merdasses de Max Pécasse dans les années 70. Attention tout de même, il existe des films de série Z assumés, c'est-à-dire que toutes les erreurs de scénario, de jeu, de FX, de montage, etc. sont parfaitement maîtrisées. Certaines boîtes de prod se sont spécialisées dans le nanar, c'est le cas de The Asylum qui a produit Sharknado et Snakes on a Train. Et voilà, sur ce je vous laisse, je dois changer la couche de Rurik qui... Ah, mais qu'est-ce que c'est? Une araignée mutante!
sait pas. série Z dont justement on parlait en off, avec l'excellent Sharknado. Sharknado. Magnifique. Amour du nanar quand même, David? Écoute, ouais, pour rire. Ouais. Nanarland. Ouais, voilà. En parlant de nanar, Laurent Kessy va essayer de défendre une œuvre indéfendable sur ce plateau. C'est pas gagné. C'est un film que personne sur le plateau n'a vu et vous venez Non, de c'est me pas dire ça. que C'est que vous avez essayé, personnellement, vous on a avez pas essayé de réussi, voir et voilà. qu'on n'a pas réussi à regarder jusqu'au pas bout. dans le même panier que vous. Je ne sais pas quoi tu Et vas pourtant, parler. c'est un film Donc, Parce que incroyable. pour le voir, il faut des lunettes. Ouais, déjà, c'est un film incroyable qui Cette s'appelle blague, Primer. qui date de excusez-moi, 2004. excusez-moi. J'ai quelque chose pour Rurik. Rurik, pour cette vanne de merde. C'est pas une vanne. Les chaussons de la honte. Tu porteras ça jusqu'au bout. Oh bah alors le public, disons que même tu les as tués en fait. C'est vrai. Je pourrais avoir un peu des applaudissements quand même. Oui, parce que Cette vanne a été pourrie. J'ai pas compris la blague. Non, il n'y a pas de Pour blague, voir mais ce pour film, lui, il faut c'était des une blague. lunettes. Voilà, J'ai trouvé c'était ça pas une tellement blague. nul que tu auras Donc les chaussons de la Primer honte. 2004, réalisé par Shane Carruth, et on regarde la bande-annonce. Ah, vous êtes bien avancé là. Ah bah là, tu nous en as bouché un point, mec. C'est un film. pourquoi je l'avais pas regardé C'est un des meilleurs films sur le voyage dans le temps que j'ai jamais vu. Et pourtant, il y en a des super bons, Terminator, Retour vers le futur. Et c'est une œuvre qu'on peut placer au panthéon des meilleurs films de voyage dans le temps, à côté de ces super bons films. Et pourtant, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Alors, vous avez vu les deux persos là qui sont habillés en costard avec des chemises blanches, avec des cravates. Ils s'appellent Abe et Aaron. Et ce sont deux chercheurs, ils bossent sur des cartes à puce, ils essayent de faire des espèces de liants de cartes à puce, et puis de déposer des brevets pour gagner de l'argent. Ils bossent dans leur garage, comme pouvaient le faire les Jobs et tout ça à l'époque où ils ont fait leur découverte. Et donc, c'est ce que vous avez vu sans doute si vous avez regardé 10 minutes. Et tout le début, c'est un peu chiant. On est là, bon, les mecs bossent dans leur garage, ok. Voilà. Et sauf qu'à un moment, ils font une découverte bizarre. Ils font léviter quelque chose. Et puis, pendant 20 minutes, on est un peu perdu. Qu'est-ce que font ces mecs? Et l'idée du réalisateur, c'est de se dire, s'il y a encore des découvertes qui sont possibles, je sais pas moi, la téléportation, le voyage dans le temps, elles seraient probablement faites par des petits jeunes, Par des Bill Gates par en hasard, puissance, dans un garage. C'est peut-être possible. Mais il faut un petit peu s'accrocher, passer les 20 minutes, et puis un des deux persos, à un moment, explique à l'autre que, en fait, il a découvert à quoi ça servait, et il l'amène dans un hangar où on stocke des trucs, où il a mis une grosse boîte, et il lui dit, voilà, tu mets en marche cette machine, tu t'en vas, tu reviens 6 heures après, tu rentres dans la machine, et tu en ressors, tu mets un chronomètre, tu en ressors au bout de 6 heures, et tu as remonté 6 heures dans le temps, tu en sors juste avant que tu viennes de l'allumer, en fait. Donc il va se croiser. Donc en fait, non, parce que comme il est parti, quand il revient, il est plus là, quoi. C'est Voilà, ça que j'adore avec les films sur les paradoxes temporels, c'est que c'est toujours très très hyper chiant à compliqué. pitcher. Ouais, Alors, t'es là. Là, c'est compliqué, mais alors ce qui se passe après, ça devient complètement labyrinthique. Donc les deux mecs commencent à en profiter, ils se servent de la machine pour remonter 6 heures en arrière, et pendant ce temps, ils vont regarder les cours de la bourse, et quand ils ont remonté dans le temps de 6 heures, ils vont jouer pour essayer de gagner de l'argent. Sauf que tout se complique, et ces deux amis commencent à se trahir. Il y en a un qui met une boîte dans une autre, qui remonte avec une autre boîte, pour pouvoir l'utiliser tout seul sans que son pote le sache. Et comme ça, on va voir qu'il y a plein de lignes temporelles qui se créent, des doubles se créent en fait. Alors au début, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font ces mecs? On comprend à peu près tout. Il y a une histoire avec un téléphone portable qui sonne alors qu'il ne devrait pas sonner parce qu'il a son double qui est là en même temps. Et rien qu'avec une sonnerie de téléphone, ils nous mettent une espèce de doute vertigineux, un vertige de science-fiction vraiment comme on a rarement eu au cinéma. Et au bout d'un moment, le film dure 1h20. Et au bout d'un moment, on se dit mais qu'est-ce que c'est? On vient d'assister. En fait, il dure 8 heures, mais comme on revient dans le temps, on a l'impression qu'on vient d'assister à un truc de génial, hyper compliqué. On n'a pas tout compris. Le trip a été formidable, vraiment. La première vision, on est tellement perdu que c'est formidable. Et c'est un film en fait qui est une espèce de puzzle qu'il faut revoir 2, 3 fois, 4 fois. Il y a des mecs qui ont fait des timelines pour essayer de. Ça, je l'avais vu, le tableau des timelines de Primer. Voilà, on le voit d'ailleurs hallucinant, à l'image. Ouais. Et donc les mecs essayent, il y a 9 lignes temporelles, et les mecs donc reviennent en arrière, à chaque fois ils créent une nouvelle ligne temporelle, et ça devient hyper complexe. Et en fait, tout l'intérêt du film, outre l'espèce de vertige qu'on ressent à la vision, c'est après d'aller essayer de tout comprendre, de rattacher les liens. C'est une espèce de Inception, mais encore plus compliqué voilà, on mate ce film. C'est pas vraiment un film à sensation, c'est un film à réflexion, exactement. Avant qu'on aborde la question du sujet, je voulais juste savoir si tu connaissais le film. Non.
Non. Eh ben, nous allons te l'offrir. Non. Non, mais si j'avais su, j'aurais amené le DVD. Il est sorti en DVD. Mais alors, le réalisateur Shane Carruth a bossé un peu sur Looper, sur des effets spéciaux. Okay. C'est quand même plus compliqué que Looper. Alors, le mec s'appelle Shane Carruth. Il a fait son film en 2004 avec une équipe de 5 personnes pour un budget de $7 000. Les mecs, j'ai $7 000. Voilà. On est 5 personnes. El Mariachi. Et il a passé 2 ans en post-prod tout seul. Il fait scénar, réalisation. Il joue dedans. C'est un des 2 héros. Tu dis post-prod, il y a des effets spéciaux? Il y a quelques effets spéciaux. Ouais. Puis rien que le montage et tout ça, il a tout fait tout seul. Il fait même la musique. Il a fait la musique tout seul. Et il a écrit un autre film qui s'appelait Autopilot après, qui était un truc avec des extraterrestres, mais qui était aussi barré. Il parlait des extraterrestres, mais d'une façon. Il a passé 2 ans à essayer de faire des effets spéciaux tout seul. Il a créé un logiciel lui-même pour avoir les effets spéciaux qu'il voulait. Et les studios l'ont un peu baladé finalement avant de lui dire non. Du coup, il a dit merde, vous me faites chier. Il a écrit un autre scénar qui s'appelle Upstream Color et il a tourné tout seul, pareil, avec une équipe réduite. Il est sorti en DVD aux États-Unis. Il va bientôt sortir chez nous, j'espère. C'est un film incroyable. Alors là, qui est vraiment dans la sensation, dans l'émotion, dans le tactile. Et Upstream Color, c'est vraiment un des grands films de l'année 2013 dont on a peu entendu parler. C'est encore une histoire incroyable. On comprend un peu plus tout, mais c'est plus basé sur une espèce de manipulation, quelqu'un qui manipule des personnages et qui les relie à des cochons. Il y a des espèces d'expériences aussi comme ça. Tu comprends pas. C'est ça la magie de cette émission, David. Qui font ça. Rien d'extraordinaire. Ils sont liés à des cochons. Primer, c'est un film incroyable. Voilà. C'est un truc. D'ailleurs, ils sont là. Ouais. C'est un truc. On n'a jamais vu ça. Voilà. C'est vraiment, si vous voulez voir un film autre sur le voyage dans le temps, c'est vraiment Primer qu'il faut regarder. Juste avant de passer à la rubrique d'RL, juste une petite question, David. Toi, le film sur le voyage dans le temps préféré? On parlait de Retour vers le futur, Terminator. Alors il y en a un, je me souviens plus trop du nom du film, mais il n'avait pas du tout marché, mais moi j'avais vraiment kiffé ce film. En fait, c'était un mec qui revenait dans le temps, à l'époque du Far West, des Indiens, des cowboys, mais avec sa motocross. Comment ça s'appelle ça? C'est pas Time Rider? Si. Ça c'était bon. Mortel. Ouais. Non, mais c'est un truc... Ah mais je vois que c'est... Elle exhumait un truc. Ah ouais, Time Rider. Ouais, c'était énorme. J'ai adoré ce film. Juste une dernière question avant de passer à RL. Est-ce qu'à la fin de Primer, vraiment, en le revoyant même 8 ou 9 fois, on comprend quand même? Et c'est bien d'aller lire des articles sur Internet, d'essayer de voir les timelines. Il y a des trucs qui restent obscurs, mais peu importe, quoi. On a compris l'essentiel, on comprend le film. Et ouais. Même à la première vision, on comprend à peu près ce qui se passe. Après, c'est un jeu, si on a envie d'aller plonger dans les détails et d'analyser des trucs, voilà. Moi, c'est un truc qui me fait kiffer. Ça amuse peut-être pas tout le monde, mais voilà, c'est aussi fort pour ça, le film. C'est que la réflexion est poussée au-delà du film. Je vais peut-être replonger dans Primer. Oui. Voilà. Ouais, je vais peut-être passer les 10-20 premiers. Une blague sur les fruits et légumes. Ouais. Non, mais par contre... Ça s'appelle Primer depuis tout à l'heure. Personne n'a rien sorti. Je vais forcer à dire Primer. Par contre, ça fait 48 heures que je prépare cette vanne. Peut-être que pour le comprendre, il faut retourner à l'école Primer. Tout de suite, on enchaîne avec RL. Ouais, je sais où. Allez, c'est parti. Je sais, c'est un art. C'est un art. Allez, la lumière a même changé. J'adore ce changement de lumière. Allez, tout de suite, on retrouve RL qui va vous donner quelques conseils de savoir-vivre au cas où vous iriez au Japon prochainement. Alors les petits otaku de merde, vous avez lu 3 mangas et vous pensez tout connaître sur la culture japonaise? Vous vous foutez de ma gueule? Vous voulez ma pipe dans le cul? Mais moi je vais vous apprendre la vie, moi, c'est à cause de vous qu'il y a des préjugés à la con comme celui-là. Mais pousse-toi, n'importe quoi. Laissez-moi vous expliquer en 3 points et de façon élégante pourquoi ceci ne se fait pas du tout. Point numéro 1. Pour aller au Japon, il faut connaître quand même pas mal de bonnes manières. Je ne vais pas pouvoir toutes vous les donner, mais en voici quelques-unes. Par exemple, dans un magasin, posez l'argent sur le comptoir. Si vous le donnez de main à main, le vendeur va paniquer. Et surtout, attendez qu'il ait recompté les billets avant de récupérer votre monnaie. Les vendeurs japonais sont également très bavards. En fait, n'y prêtez pas attention, la plupart du temps, ce sont des phrases qu'ils apprennent par cœur et qui répètent à tout bout de champ. Également, quand vous quittez la caisse, vous pouvez dire merci, arigato gozaimasu. Mais surtout, ne dites pas au revoir, sayonara en quittant le magasin, vous aurez juste l'air tarte. On peut aussi vous distribuer des mouchoirs publicitaires dans la rue. Mais attention, ces mouchoirs ne servent pas forcément à se moucher. D'ailleurs, il est très mal poli de se moucher en public. Point numéro 2. L'étiquette à table est également très complexe. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas avec des baguettes parce qu'elles sont liées au rite funéraire. Par exemple, on ne plante pas ses baguettes dans le riz ou on ne passe pas d'aliments de baguette à baguette. Il y a d'autres choses qui ne se font pas avec les baguettes, comme évidemment jouer avec ou les croiser quand on a terminé. On va également vous présenter un oshibori à table. C'est une petite serviette chaude et humide qui vous sert à vous nettoyer les mains. Surtout, ne vous essuyez pas la figure avec, c'est très mal vu. Concernant la boisson, il y a également des choses à respecter. On sert toujours son voisin et on ne se sert pas soi-même. Et évidemment, un verre vide est un verre qui sera rempli. Donc si vous ne voulez pas être sous, surtout faites attention, laissez toujours un petit quelque chose au fond du verre. Dernière chose, ne mangez pas en marchant ou sur les quais de gare,
c'est également très mal vu. Point numéro 3. Si vous êtes invité chez un Japonais, il y aura aussi des règles à respecter. Par exemple, vous devrez enlever vos chaussures dans le genkan. Le genkan, c'est l'entrée. Vous pourrez également en trouver dans des lieux publics comme les écoles ou les temples. À l'intérieur, il vous faudra aussi changer de chaussons pour aller aux toilettes. Il est très courant de faire des cadeaux au Japon. Ils adorent ça. Si vous faites un cadeau, vous en aurez certainement un en repartant. Par contre, faites très attention. Il ne faut jamais rien offrir par 4. 4 se dit shi en japonais, ce qui signifie la mort. Et ce sera évidemment très mal perçu. C'est bien, il fait des progrès. Et toi, chez toi, si t'as toujours pas compris, je viens de faire manger tes crottes de nez. Au revoir. Ulrich nous en a parlé brillamment tout à l'heure. Double Dragon, Nico nous a parlé du créateur de Double Dragon. Imaginez comme la vie est bien faite. Il n'y a pas besoin d'aller dans un univers parallèle puisque le créateur de Double Dragon nous a accordé une interview presque exclusive. C'est tout de suite. Ah, cette époque révolue où quand on voulait jouer aux jeux vidéo, il fallait se rendre dans une salle d'arcade. Et quel plaisir de pouvoir se regrouper devant la borne à la mode et d'affronter ses amis à coups de poings virtuels. Car dans la vraie vie, ce n'est pas possible à ce que m'a dit le juge qui m'a collé 6 mois. Mais c'est une autre histoire. Rencontre avec le créateur de 2 des jeux les plus mythiques de cette époque. Yoshihisa Kishimoto, le papa de Kunio-kun alias Renegade et de Double Dragon. Comment votre jeunesse a influencé votre carrière? そうですね、高校生ぐらいから不良の道に入りまして毎日喧嘩とかしてました。それで学校にも行かずにですね、喫茶店にテーブルゲームっていうのがありましてそこにインベーダーとか入ってるんですね。そこで毎日のようにインベーダーをして遊んでました。 On peut donc faire carrière en étant un ancien mauvais élève? そうですね、夢か希望かは分からないんですけれど不良に希望っていうよりかは、喧嘩のゲーム自体を出した意義っていうのが、普段現実世界で喧嘩をしてしまうと警察に捕まった女になってしまうとで、それは自分も体験女にはなってないんですけど体験してるのでゲームの世界ならばねいくら喧嘩してもいいんじゃないかなと。で普段ストレス溜まってるのをゲームの中でどんどん喧嘩してほしいっていうのが一番のコンセプトになってます。 À quoi ressemblait Renegade au début et comment a-t-il évolué? ですね、8割方は大体イメージ通りのものが入りましてでゲームって4ヶ月しか時間かけてないんですよ。で時間的に入れられなかったこととかも結構あります。 Est-ce que ces 20% ont été intégrés dans les suites de Renegade? 続編自体が喧嘩からいきなりもうドッジボールっていうゲームに変わってしまいましてそれはもうジャンルがもう全然別のゲームになるんですけどただのドッジボールじゃなくて格闘ドッジボールという形には入れてますね。でその後ファミコンになりましてダウンタウン熱血物語になったんですが、そちらファミコンの方になっているので格闘ゲームっていうよりかアクションゲームで楽しめる国尾くんっていう感じにはなってます。 Quelles sont les œuvres cultes qui t'ont bercé? やっぱりインベーダーが一番大きいですかね。最後は足でクリアできるぐらいまでやってましたんで。 Comment est né Double Dragon? もともと国尾くんゲームを作ってる時から生まれてきたんですけど国尾くんのファーストステージでタコ坊主っていうキャラがいるんですけどそのキャラクターが棒を持ってるんですね。でそのキャラクターを倒した時に倒れたキャラから棒が離れてたんですね。それを見てこの棒を取り合いしながら格闘させたら面白いなっていうアイテムを奪いながら戦っていくっていうのがダブルドラゴンの発想です。 Que ressens-tu quand quelqu'un te dit que ce jeu a bercé son enfance et qu'il y joue encore? そうですね、日本ではまだ国尾くんってゲームがかなり人気あって携帯ゲームのソーシャルゲームなんかも500万人登録会員いるんですけどダブルドラゴンがほぼ忘れられてるような感じになるんですよ。で海外でまだ人気があるみたいで何度かこちら足運んできてて、直接ファンとかの意見聞いたりとかサインしてていまだにファンでいていただけるっていうのはもう最高の幸せですね。 Quel jeu un peu moins connu en France aimerais-tu que les Français découvrent? そうですね、その前のデータイスト時代にレーザーディスクのゲーム作ってたんですがロードブラスターっていうのがやっぱ自分の中で好きなので、こちらが
ある程度広まってくれればいいかなとは考えています。 À quoi ressemblait une journée de travail chez Technos Japan? 1日寝る時間が4、5時間あって、あとほとんどゲーム作ってましたね。家にほとんど帰ってないです。朝は起きた時、多分3時とか4時に寝るんで、まあ9時とか10時ぐらい起きて、そこから次の翌朝までっていう。 La plus grande réussite de ta carrière et ton plus grand regret? 最大の自慢は、国尾君とダブルドラゴンを作れたことで、ダブルドラゴンは特にゲームでヒットしまして、ハリウッドで映画になったんですね。で、ゲームを当てればハリウッドまで動かせるんだっていうところが業界に強い影響を与えられたんじゃないかなと思ってます。で、あと残念だったところはちょっといろいろ暗い話になっちゃうんで、これはできたらあまり喋りたくない。 Moi, mon regret, c'est d'être voix off dans cette émission. Mais je dois bien payer la maison de retraite de ma mamie qui m'a... Ah, vraiment, faut que j'arrête de penser à voix haute. En tant que journaliste, n'ayant pas ma carte de presse, puisque je n'ai même pas eu le temps de rentrer dans une école, on ne peut pas tout faire dans la vie non plus, nous faisons remplir un petit questionnaire à notre invité du jour. Et je dois avouer qu'alors là, quand j'ai reçu la liste, je me suis dit, on ne m'a pas menti. T'as vraiment, mais carrément... cette pop culture, cette geek culture, je vais y arriver, ancrée en toi. Tu m'as même cité des séries que tu suivais à 11 ans, à 14 ans. C'est le questionnaire. Ce questionnaire est quand même le plus complet que je n'ai jamais vu de ma vie, David. Du coup, alors, L'homme qui valait 3 milliards, Game of Thrones actuellement, Hannibal... The Brady Bunch, personne connaît The Brady Bunch. Non, c'est alors oui, j'allais te poser la question. Redis-moi ce que c'est que The Brady Bunch. Bon, en fait, c'est l'histoire d'une famille, mais j'ai quand même marqué... J'avais 11 ans quand même. T'avais 11 ans. C'est pas un truc qu'on regarde maintenant. Et en fait, c'est les mésaventures d'une famille avec leurs petits copains, leurs trucs, mais c'est... Il y a des personnages assez sympas pour lesquels tu vois, c'est quand même assez particulier. Et ça illustre vraiment la famille américaine des années 70. Et quand on a vécu là-bas, c'est vraiment avec toutes les saveurs et les ambiances des States à cette époque-là. Après, oui, L'homme qui valait 3 milliards. Et du coup, actuellement, Game of Thrones, tu me disais, Hannibal. Ouais, enfin tout ce qu'on regarde, Breaking Bad. Gros accro au film d'horreur, on le disait aussi. Ouais. Tu peux nous reciter quelques titres comme ça Je suis un peu old school dans les films d'horreur parce que j'aime bien les revisionner maintenant. When a Stranger Calls, Terreur sur la ligne, moi j'ai adoré parce qu'on voit rien, mais en fait tout est dans la supposition et dans l'interprétation. Il y a très peu de scénario en fait. C'est tout dans la supposition en fait. La suggestion, voilà. Et qui se trouve dans en fait, c'est une histoire complètement banale, mais aussi banale qu'elle soit, l'histoire, à chaque fois que tu revois le film, t'es comme ça et il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est vraiment du basique, mais c'est vraiment super bien monté le film. Donc, ouais, Halloween, le premier, je suis juste un grand amateur de jeux vidéo, parce qu'en fait, dans les studios, t'as les clopeurs, ceux qui vont... pendant le break, aller cloper, et ceux qui clopent pas, ben, ils jouent, quoi. Donc c'est en fait, dans tous les studios, t'as des consoles, donc tu joues. Voilà, donc c'est ce qui compte ça. Et puis voilà, je joue depuis l'Atari, quoi, avec le gros bouton rouge sur le côté. Et l'expérience de comédien dont je parlais tout à l'heure, ouais. Alors comment ça s'est présenté? Ben, en fait, je devais faire la musique du film, et en fait, c'est allé plus loin, en fait, à proposer de faire le deuxième rôle, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, en fait. Et par contre, t'as pas renouvelé ça Ben, en fait, j'étais vraiment dans la musique depuis tout petit, parce que j'écris depuis l'âge de 7 ans, et donc j'étais vraiment... c'est un petit peu la méthode de gamer, quoi, tu vois, je joue aux 4 mêmes jeux tout le temps, enfin, tu vois, c'est pas comme vous qui explorez tous les univers. Moi, c'est simple, hein, c'est spaghetti tous les midis. C'est comme ça, tu vois, mais j'adore, j'emmerde personne et j'adore. Tu te fais plaisir. Ouais, je me fais plaisir, ouais, voilà. Bon, en tout cas, on enchaîne avec le jour du grenier, la team jour du grenier. Alors, peut-être, est-ce que tu as connu la bande à Picsou? Oui. Si, en tout cas, on va te replonger dans quelques souvenirs avec Fred et Seb, le jour du grenier. On se retrouve juste après. Oh, pourquoi c'est tout le temps nous qu'on appelle quand il y a un cadavre? C'est rien, Pourquoi ils appellent pas la police plutôt? C'est vrai. Ils sont relous avec ça. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On lui pique ses sous? Hop, Picsou. T'en souviens de ça, cette série? Ouais, la bande à Picsou en français. La bande à Picsou. DuckTales en VO. Avec le fameux générique. Générique qui était génial. C'est le boss de toute la ville Picsou.
Picsou. Ça suit les aventures de l'oncle Picsou, célèbre, Et de ses neveux. Et de ses neveux. Et toute une ribambelle de personnages qui ont été rajoutés, qui ont été créés spécialement pour la série, du genre Flagada Jones, Mamie Baba, qui faisait des gâteaux, machin, la petite Zaza aussi, qui était aussi horripilante que mignonne. Et voilà, et tout ce beau monde part à travers le monde découvrir des trésors. C'est une série très très sympa, une ambiance d'aventure qui est vraiment cool. Très Indiana Jones derrière le titre. Très Indiana Jones, ouais, tu regardes, rien que la typo du titre voilà, de DuckTales, exactement c'est ça. Indiana Jones. Mais sinon, Picsou, c'est un personnage qui est beaucoup plus profond qu'il y paraît, en fait. Je fais la pub tout le temps de cette BD que j'adore, et de cet auteur que j'adore, qui est Don Rosa, qui a vraiment densifié le personnage de Picsou en lui donnant vraiment un aspect tragique. Il y a des trucs qui sont très, très émouvants dans cette BD. Par exemple, tu vois la mort des parents de Picsou. Ils sont sortis des jeux vidéo, ils sont associés avec Capcom, tu vois, c'est pas n'importe quelle boîte pour sortir, produire des jeux DuckTales. Il y en a eu 2 qui sont sortis, qui sont formidables. Et d'ailleurs, le premier a été remaké il y a pas très longtemps, qui s'appelle DuckTales Remastered. Avec les graphiques avec les graphismes de la série animée. Ils ont réalisé un petit kiff personnel dans le jeu, ils ont ajouté une petite feature qui n'était pas dans le jeu à la base, c'est de pouvoir plonger dans le coffre à pièces à Picsou. C'est vrai que c'est marrant. Tu crois qu'il trouve ça drôle, lui? Je crois pas. Mais il n'y a plus de tête pour rigoler, de toute façon. Ah, j'ai reçu un SMS. D'accord. Bon, je me casse. En même temps, j'en ai rien à foutre, donc. C'est vrai? Bon. Bah, attends-moi. T'as réussi à refourguer un abonnement Metaluna, David? Oui, mais gratos. Ah, c'est beau quand même. Allez, tout de suite, ça fait des années qu'il me prend la tête avec ça. Lost, Nico va devoir résumer Lost en moins de 6 minutes. Je me fais déjà un petit plaisir comme ça, un petit peu. Allez, tout de suite, Nico. Donc c'est une série très populaire qui a été produite par ABC et on va suivre en 2004, à partir de 2004. Et cette série, en fait, raconte l'histoire de cinquantaine de disparus qui, suite à un crash d'avion, se retrouvent sur une île totalement mystique. Que va-t-il se produire avec ces survivants ? Sachant qu'une partie des survivants s'écrase sur une partie de l'île, l'autre sur une autre partie, car l'avion s'est séparé en 2. Et on va apprendre à les connaître, à les découvrir à travers 6 saisons plutôt surprenantes, qui vont aborder différentes thématiques dans le voyage dans le temps. Tout à l'heure, Laurent parlait du voyage dans le temps, et c'est vraiment la thématique principale de Lost. On va découvrir donc à travers des flashbacks la vie de certains personnages. Et si on découvrait quelques images? Bien évidemment. Merci David. L'ultime saison de Lost. Et si je vous disais que je suis en mesure de répondre à la plus grande de toutes les questions? Et c'est quoi ta question? Pourquoi êtes-vous sur cette île? L'événement planétaire, comme vous ne l'avez jamais vu. L'incroyable aventure à son apogée. La problématique, la plupart du temps, des séries TV, c'est qu'elles sont... on parle de Homeland, par exemple, qui est une série de base israélienne, qui est adaptée par les Américains. Et c'est souvent le cas, ce sont des bouquins qui sont adaptés en série TV. Et c'est Lost est la première série, on va dire, aussi populaire de sortir de l'imaginaire de ses créateurs. Alors, comment ça se passe? Le 24 juillet 2004 est présenté au Comic-Con de San Diego le pilote le plus cher de l'histoire à l'époque, qui vaut 9-10 millions de dollars, qui est entièrement produit et financé, je crois, par J.J. Abrams, qui est mandaté par ABC pour dire, écoute, on est dans la merde, très clairement, on a un pitch, ça se rapproche un peu de Survivor. Donc, pour faire simple, on a des survivants sur une île, chacun des survivants a un passé et une vie, et on se rend compte, on va pas dire rapidement, au bout de 5 saisons, qu'ils ont vraiment... On s'en rend compte au bout de 8 ans. Mais quel escroc! On s'en rend compte vraiment au bout de 5 saisons, qu'il y a on s'en doute tout au long, mais qu'ils ont vraiment une raison d'être présents sur cette île et qu'ils ont été choisis. Pourquoi, je ne le révélerai pas, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, puis on va pas spoiler. C'est une vraie série à questionnement tout du long. Et pour vous donner un exemple très précis, c'est une série qui nécessite un réel investissement personnel pour la comprendre dans son intégralité. Et comme dit John Locke, joué par le mec... Terry O'Quinn. Terry O'Quinn, qui est juste incroyable. Le beau-père. Qui dit dans l'épisode 7, Orientation, oui, saison 2, épisode 7, Orientation, avec Echo, qui est le grand black qui joue avec 50 Cent dans je sais plus quel truc, entre autres, et Oz, la série prisonnière, et qui dit à la fin, à Echo, John Locke lui dit, écoute, je crois qu'on va devoir revisionner une deuxième fois ce film qui s'appelle Orientation. Et là, c'est directement un message des producteurs, des créateurs.
vous savez quoi, les mecs, les téléspectateurs, si vous voulez comprendre Lost, il va falloir le re-regarder. Parce que tout est dans le détail. Moi, je me suis tout demandé est- si c'était pas un truc d'escroc, ce truc. Non, en fait. alors, Est-ce que je vais c'était te dire le pourquoi. plaisir de redire aux gens, regardez, Non, vous allez je mieux vais- je comprendre, les vais clés sont arrêter dedans. tout de suite. Déjà, quand on voit comment il bosse, J.J. Abrams, on se doute pas que c'est super complexe. Très Lost. complexe. Parce que chaque personnage, il y en a une vingtaine, a sa propre histoire. Donc à chaque fois que tu replonges dans, il y a 20 histoires dans la même série, quoi, histoire. dans une Ouais. histoire. Donc déjà, et tous les flashbacks compliqués qu'il y a, où tu retrouves 5 épisodes plus tard. Enfin, je sais pas, T'as besoin il d'avoir paraît que une sorte J.J. Abrams, de- il paraît qu'il a 2 cerveaux. Mais en fait, les retours qu'on a eus, donc j'ai eu la chance de côtoyer certaines personnes qui ont travaillé proche sur la saga, il y a un truc qui est assez fort, c'est que J.J. Abrams n'a écrit quasiment que le pilote. Et a donné les grandes lignes de la saison 1. Et il a laissé les rênes à Damon Lindelof, qui aujourd'hui est un scénariste un peu controversé à cause de peut-être ce qu'il a fait avec Alien, entre autres. Prometheus. Ou voilà, Prometheus. Mais je trouve quand même que c'est quelqu'un de relativement frais et qui a une vision assez originale. C'est-à-dire, c'est lui qui imagine de donner un lien avec nous, les téléspectateurs, et qu'entre chaque saison, on va jouer avec nous. Et c'est la seule série, et ça je le dis mais tranquillement, c'est vraiment la seule série qui a réussi ce tour de magie. C'est-à-dire qu'entre chaque épisode, il y a une communication dans les bureaux, on est dit, putain, t'as vu l'épisode hier soir? Oh là là, attends, regarde, j'ai une théorie, mec, il y a ça. Il y a beaucoup de gens qui disent à la fin, on n'a pas toutes les réponses. Et c'est vrai que on n'a pas toutes les réponses, et ce n'est cette fameuse scène de fin qui chie au dernier Matrix, où on voit cet architecte dire, bon, bah alors en fait, c'est ça. Et J.J. Abrams, Lindelof et Carlton Cuse disent tout au long, ça ne sera jamais ça. On laissera ouvert. Alors, et une chose est sûre, c'est... Sans spoiler, David, t'as été jusqu'à la fin? Ouais. Est-ce que tu es plutôt pour ceux qui défendent cette fin-là ou qui ont été vraiment déçus? Ouais, Je crois je défends cette fin-là. Merci David. J'avais lu une fois que Jean-Jacques Abrams, parce qu'on dit jamais Jean-Jacques. Gigi, c'est Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques. Jean-Jacques Abrams écrivait un peu comme Edica dessine, c'est-à-dire il écrivait sans savoir où il allait, et qu'à la fin il faisait. Ça se voit clairement, ouais, ça se voit clairement. Non, c'est là où je suis pas d'accord. Ça a été pareil pour Alias. C'est pas vrai. Où, parce que à un moment, il a ça écrit a chié dans Lost, aussi. il a écrit que le pilote Oui. et les grandes lignes de Mais la d'accord, saison parce 1. qu'il a écrit que le Lindelof, pilote, mais après, il n'y a pas non, eu de... Lindelof, très clairement, Walt Disney lui dit, écoute, on veut une première fin. Saison 3. 3 saisons sont commandées, il écrit la fin qu'on connaît de la saison 3. Et suite au succès qui est plutôt stable, il va leur dire, on termine le contrat dans 3 saisons supplémentaires et on veut une vraie fin. La fin est déjà écrite. À la saison 3, au mid-turn, elle est totalement écrite. Et ça, c'est sa grande force. Si on devait retenir 2 points, pour moi, le premier, c'est Michael Giacchino, qui est le musicien, qui est un compositeur de génie, qui va donner une thématique à chacun des personnages. Qui fait la musique des Indestructibles et qui est aussi merveilleuse. Qui est merveilleux. Ouais. C'est vraiment un mec de talent. Et il y a les 2 autres points que je voulais dire. Donc c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a vraiment touché. C'est j'ai eu la chance de faire finale à Honolulu. J'ai été voir le tournage, comment ça s'est passé. J'ai eu cette chance-là d'échanger avec certains gars de l'équipe et tout ça. Il y a un truc pour moi qui est, je terminerai là-dessus, chers téléspectateurs, c'est que ce 23 mai 2010. T'avais commencé par quel Par siècle? 1900. Voilà, le siècle dernier. 1902. Le 23 mai 2010, à la fin de cette série, elle a laissé un vide intersidéral pour des milliers de fans, dont j'en fais partie. Et aujourd'hui, même si les séries sont peut-être d'un niveau exceptionnel, comme tu disais tout à l'heure, Game of Thrones, jamais aucune série ne remplacera le génie de Lost dans son écriture, dans ses sentiments. Et je suis totalement triste. t'engages, là, quand même, Et non, mais vraiment. Et il y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, bossé sur un magazine français qui avait fait une rétrospective sur Lost et qui disaient tous à la fin, on parlera encore de Lost dans 10 ans. C'est un truc de dingue. Ouais. C'est un truc de dingue. Et t'as besoin de t'impliquer dedans, concrètement, si tu veux en gagner les richesses. Si tu regardes la 3-4 saisons, ça n'a pas de sens. Il y a une fin avec un voyage dans le temps différent. Flashback, flash forward, ligne parallèle. J'ai un peu l'impression que c'est une série que t'aimes bien. Non, Non, mais alors, ça fait partie des séries qu'on aime ou qu'on déteste. Parce que t'as vraiment des gens qui ne sont jamais rentrés dedans. C'est vrai. Bizarrement. Parce que je pense, comme tu dis, il faut s'impliquer dedans, et si t'as pas le temps de t'impliquer, eh ben tu passes à côté du truc. C'est un truc assez pointu en fait. Moi je suis entre les deux parce que je suis un peu mitigé parce que j'ai adoré m'impliquer et me prendre la tête sur qu'est-ce que c'est, tout ça. Et j'ai toujours été déçu par les réponses. Je trouve que ce qu'on imaginait était toujours mieux que ce qu'ils nous offraient en réponse. Parce qu'il y a un truc, c'est que malheureusement, les gens se sont intéressés peut-être un petit peu à tort. On s'est trop investi. Fantastique. On s'est trop investi. Fantastique, parce que si tu t'es attaché aux personnages, et l'équipe a toujours dit, la thématique centrale de Lost, ce sont ces personnages, ces êtres humains qui vont vivre cette aventure unique. Tu sais à quoi ça m'a fait penser là pas le premier épisode, parce que t'as le crash d'avion, tout ça, mais on va dire les 6 premiers épisodes. J'avais vraiment le sentiment on reparle de jeux vidéo. Je crois qu'il y avait un parfum de Myst. Myst. Ouais, très clairement. Moi j'étais complètement fan, et pour moi Myst c'est un petit peu Lost en fait.
Enfin, Lost, c'est un petit peu... un peu mystique. Cette alchimie entre mystère. Un truc de dingue, très très mystérieux. En tout cas, je suis très content que ça te plaise, parce que visiblement, Henri connaît pas trop, Laurent n'a pas aimé. Tu sais quoi, je vais même faire une petite entorse au conducteur. Le conducteur, chers amis, c'est ce qui normalement remplace ma tête quand j'ai des défaillances. On va faire sauter la shopping list cette fois-ci, parce que j'ai envie qu'on poursuive. C'est la première fois, voilà, j'ai envie qu'on poursuive un peu Lost. Donc la shopping list, je vous le dis en régie, puisque je vois les cadreurs qui me font « Ah, ça fait juste 15 minutes, on va pas réussir à monter l'émission !» On se donne un petit peu de rab. Écoute, merci David de donner cette chance. Pour moi, Lost, la saison 2 est une arnaque, une escroquerie. J'ai le droit de donner mon avis, je le donne pas souvent, mais saison 2, pour moi, franchement, 24 épisodes où le mec est là. Est-ce qu'on ouvre la trappe? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a sous la trappe? Un tuyau? Non, est-ce qu'on va dans le tuyau? La trappe, elle est ouverte à la fin de la saison 1. La saison 2, c'est vraiment ce pan où on découvre l'autre côté de l'île avec ses autres survivants, dont le mari de Rose, qui crée cet lien un peu affectif. Et pour moi, je trouve que c'est la série nécessaire. C'est la moins bonne, mais c'est la série nécessaire à créer ce ciment qui ne se fracturera plus par contre, à la fin avec ces personnages. Oui, je suis d'accord, mais pour moi, le vrai rebondissement, je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, David, entre David, on va peut-être être solidaire, c'est le moment où tu bifurques entre les flashbacks et les flash-forward. Je sais pas si vous avez eu... Tu parles de la 2 Je crois que c'est la 4. Ouais, c'est la 3. C'est la 3 le final de la 3, c'est le révèle où Jack, vieillissant avec sa barbe, dit à Kate « We have to go back ». Et il lui dit, et là tu dis, oh putain, mais de quoi il parle? C'est moi là, je suis reparti pour 3 ans, là, direct. Hein, et moi j'ai trouvé, c'est un des plus gros twists, je sais pas comment tu l'as vécu. Oh, t'es séché, tu dis, attends, qu'est-ce qu'on regarde en fait? C'est le futur. Mais c'est ça, il y a eu plein de moments, où on était séché. Hallucinant. La constante, là, l'épisode de la constante. Je l'ai noté. Spoiler une série. Non, de toute façon, excuse-moi, Ulrich, ça fait 3 ans qu'on sait que tu ne regardes pas de série, donc ne t'offusque pas. Ce que dit Laurent, il y a un truc qui est assez fort, on parlait de voyage dans le temps, on est tous passionnés par cette thématique, et l'épisode numéro 5 de la saison 4 qui s'appelle The Constant. 27e minute, je me souviens, c'était mortel. Voilà, avec Desmond Miles, qui est pardon, Ubisoft. Non, Desmond. Quoi Desmond Miles, c'est Desmond Hume, pas Desmond Miles. Ils ont tous des noms de philosophes. Voilà, exactement, comme John Locke et tout ça. Et c'est l'épisode le mieux noté de tous les sites américains. C'est le best épisode ever, toute série confondue. Il est assez bluffant, mais ça lui bouge sur rien. Double best épisode ever. Tout à l'heure, j'ai dit We have to go back et tu me dis rien. Là, j'ai juste. Mais c'est une citation, c'est normal. Ouais, je suis désolé. Mais en tout cas, c'est un vrai moment, je vous invite à y retourner. On va en parler des heures. We have to go back. C'est génial. Et il y a un truc tellement magique dans les auditions, comment ça s'est passé. On sait que Josh Holloway, Sawyer, devait interpréter le rôle de Hurley. Au final, ça s'est pas fait comme ça. Il met un coup de pied dans la table et il dit « Mais vous faites de la merde et tout ». Et Abrams lui dit « Oh putain, on va faire le méchant ». Et en fait, Lost, c'est totalement façonné comme une télé-réalité. Et pendant la série, avoue, t'as été sur YouTube, t'as regardé les auditions des acteurs avant. Carrément. C'est incroyable. Ouais. Pardon, c'est un truc entre nous. C'est marrant. On va vous laisser. Au revoir. Allez, salut, hop là. On va quand même parler un petit peu de ton actualité, mais j'étais super content parce que t'es venu sans avoir forcément quelque chose à vendre. Mais t'es en studio, mais j'ai envie de dire t'es quasiment tout le temps en studio. Ouais. Qu'est-ce qui arrive en 2014 ? Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, je sais plus moi-même tellement je. Mais en fait, je prépare un album là, en anglais. Je reviens à l'anglais parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Que je suis venu en France. Je suis venu de. C'est avec Novocaine, je crois que tu. Ah non, bien avant. Non, en fait, j'avais sorti un album en fait qui était un album de groupe. Et il avait très bien fonctionné aux États-Unis. Et c'est grâce à ce petit succès là-bas, on va dire, que je suis venu en Europe, en fait. Parce qu'avant, je venais en France, mais je jouais aussi ailleurs. On faisait l'Allemagne, un peu partout. Puis après, on s'est dit, bon, ben voilà, mais ça serait cool quand même que tu chantes en français après 3 albums en anglais. Donc, comme moi, je suis un mec assez ouvert, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, j'ai jamais fait, mais on va chanter en français. Donc les mecs t'ont pas dit, t'as jamais chanté en laiton? Ouais, tu vois. Pourquoi pas. Mais avant, si tu veux lancer une génération, ils faisaient dans toutes les langues. Hein. Bon, moi, c'est un peu compliqué. Et t'es plus à l'aise en anglais, en français? En anglais, ouais. En anglais, ouais. Toi, t'es né là-bas, donc forcément, c'est plus simple. C'est ouais, puis c'est mon univers, quoi, la musique. Mais du coup, là-bas, tu rattaques de zéro. Parce que t'as quand même fait depuis 98 et quasiment, tu chantes quasiment en français. On réattaque de zéro. Ouais, c'est un album en anglais, mais pour le marché américain, pour tout. Pour le marché global. Ouais, le global, on va dire. Ouais. Donc on va rejouer là-bas, on va partir en Asie, et puis sans oublier évidemment la France, et puis voilà, je repars un petit peu dans ce que je faisais avant. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai passé la dernière année, je passais un peu plus d'un an
en studio, d'écrire, de voir comment j'allais faire les choses, dans quelle direction musicale j'allais évoluer, tout ça. Donc j'écris beaucoup de choses que j'ai rangées. J'ai refait à peu près cet album, on va dire, une dizaine de fois. Et puis là, j'arrive finalement à avoir 11-12 titres qui me plaisent vraiment et auxquels je crois vraiment. Donc je me suis laissé la liberté de passer beaucoup de temps à le faire et voilà. Et puis le thème c'est un petit peu ce qu'on vit tous en ce moment, c'est un petit peu la fin d'un système, le changement, mais voilà, donc ça part de la vie en général, les relations aussi d'une façon un peu différente. Donc voilà, mais c'est surtout le parfum musical sur lequel j'ai vraiment passé du temps. Parce que on sera sur quel type de... C'est rock, électro, avec une touche d'électro, pop rock, électro, ouais. Tu as eu le droit donc aux présentations de Lost, de Primeur, de je ne sais même plus, de Double Dragon par Ulrich. David, c'est le moment où tu vas devoir donc élire le chroniqueur qui t'a le plus plu. Physiquement, pas physiquement. Enfin, pas physiquement. Je suis un grand fan de Jacques Martin, l'école des fans. Tout le monde a gagné. Non mais franchement, je vais pas aller vers le chroniqueur. Je vais aller vers le sujet qui me passionne le plus. On va dire, c'est la série. La série et le jeu vidéo. La série, c'est... donc je pense que Nico, c'est un double combo. Pourquoi série et jeux vidéo. Ah oui, j'ai de la chance. Ouais. Mais c'est plutôt je tends vers ce que j'aime le plus en fait. Voilà, donc c'est la série, le jeu vidéo. Ouais. Donc... en tout cas, on découvrira ton album. Tu es le bienvenu quand tu veux d'ailleurs pour nous parler de l'album. On n'a même pas parlé de De Palma, Carpenter, tout ça. Je suis un peu déçu. Ouais. On va le faire dans Metaluna, ça. Bon allez, c'est sous des salves d'applaudissements que je lance tout de suite les amis. Allons-y. Public chaleureux. Je vous invite, un grand merci à David encore. Je vous invite à poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir et ciao. Bye bye.